Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Merci à vous qui prenez rendez-vous avec l'actualité tous les matins sur le coup de 8h du lundi au vendredi. C'est un rendez-vous que vous pouvez suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, juge Va. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Restructurer l'armée pour mieux affiner la stratégie de lutte contre le terrorisme, mettre fin à la corruption et former un gouvernement soudé et resserré. Voici entre autres les chantiers engagés par le président du Faso au lendemain du drame d'Inatan. Les attentes sont nombreuses et toutes les décisions du chef de l'État depuis son adresse à la nation le 25 novembre dernier sont scrutées à la loupe. Le sujet une fois de plus enrôlé au tribunal de l'actualité. À la barre ce matin, Mamadou Kabré, il est le président du Parti républicain pour l'indépendance totale, Prit Lanaya. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le président. L'audition avec le juge Va, c'est tout à l'heure après la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Juge Va, vous avez la parole. Oui, merci président. Évidemment que ce qui cristallise les attentions au pays des hommes intègres, c'est la nomination d'un premier ministre, puisque Christophe Marie Dabiré, lui, a déposé sa démission, acceptée par le président du Faso, et depuis, tout le monde attend la fumée blanche venue de Kosiam. Et puis vous voyez sur les réseaux sociaux, chacun essaie de montrer qu'il est très introduit en donnant des indices, mais bon, on se rend compte que à cette heure-là, il faut se fier à rien, il faut juste attendre qu'il y ait un nom. Mais ça m'intéresse en avant-propos parce que bon, on a été habitué aussi à ça avec le pouvoir Roch Kaboré sur la désignation des premiers ministres. On attend souvent, alors qu'on connaît nos réalités. Déjà, la situation dans laquelle on est n'est pas si reluisante, donc les affaires ça tourne pas vraiment à plein régime. Et vous savez, quand on parle de nouveaux gouvernements et autres, bon, ceux qui sont là, ils assurent que des intérims, hein, donc ça plombe encore davantage la machine. Donc c'est pas bon que ça dure. Ce type de situation, on sait que on est dans, quoi qu'on dise, du délicat, et il faut, pour certains c'est le terme de l'oiseau rare, mais bon, il ne faudrait pas qu'ils viennent trouver aussi une machine qui a été grippée davantage, quoi. Et parce qu'il n'y a pas que les questions politiques là, même si on sait que c'est ce qui nous tient tous, mais il y en a qui cherchent leur pitance de tous les jours et qui ont vu que ça bouge et le pays ça ne bouge pas. Ça, il faut qu'on se dise les choses de façon très claire. Mais on espère que ça viendra très vite et qu'on n'attendra pas autant de temps encore pour avoir une composition de gouvernement, parce que quelquefois un premier ministre c'est quelque chose, maintenant les tractations encore pour la composition de gouvernement sont autre chose. Il faut qu'on aille vite, et puis je crois que ceux d'en face ne nous attendent pas. Merci juge Va. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Mamadou Kabré est notre convoqué du jour. Une fois de plus, merci et bienvenue à la barre du tribunal. C'est un plaisir d'être devant le tribunal où il n'y a pas en fait mandat de dépôt. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est l'opinion qui juge, hein, pas de condamnation des juges sur ce plateau. Vous êtes le président du Parti républicain pour l'indépendance totale, Prit Lanaya. C'est un parti de l'opposition. Vous êtes également un parti d'obédience sankariste. D'ailleurs, sur ce chapitre-là, nous allons vous poser la première question de généralité. Alors, on a vu un regroupement, pas très longtemps, de partis sankaristes qui a donné un nouveau nom, l'UNIR MPS. L'UNIR PS qui devient l'UNIR MPS. Comme je l'ai dit, c'est un regroupement de partis et d'organisations qui se réclament je dirais, de l'idéal à la sankariste. Pourquoi vous n'y êtes pas? Bien, merci. Je voudrais, à l'orée de cette célébration de l'indépendance, là, puisque c'est demain, et en tant que Parti républicain pour l'indépendance totale, souhaiter à mon nom propre et au nom de mes camarades dirigeants une très bonne fête de l'indépendance au Burkina Faso. Même si cette fête va être célébrée en catimini en raison donc de la crise sécuritaire, et dire que voilà pourquoi nous avions pensé qu'il était bon de nous assumer pleinement. Pour ne pas trop s'attarder sur ce préliminaire-là, je dirais que la question des sankaristes, elle est un peu plus difficile à régler. Je fus membre de ce parti jusqu'en 2006. Et je suis parti, c'était à l'époque l'UNIMS. Et je suis parti avec un précédent. On ne peut pas m'appeler 15 ans après pour me dire non, de venir comme ça, armes et bagages, sans avoir soldé le passif. Et je rappelle... C'est quoi le passif? Oui, je vais vous le dire tout de suite. Et je rappelle que le président de ce parti est dans le gouvernement pour lequel les affaires Thomas Sankara, ils disent
vérité, justice et réconciliation. On ne peut pas passer l'étape de la vérité et de la justice pour dire de venir ensemble pour créer un parti. Le passif était quoi? Et après avoir travaillé dans le parti, où on a vu la campagne de 2002-2005, en 2005, pour la désignation aux élections municipales, on a dit que moi, je ne peux pas être candidat dans ma circonscription où j'ai mis une structure en place et qui a financé le parti avec les moyens, les cotisations. Même si c'est dérisoire, ça a été quelque chose par rapport à d'autres qui étaient et qui n'ont rien donné. Et pour cela, j'ai cherché à savoir, on ne m'a pas donné des raisons, on n'a pas pu donner des arguments, sauf des gens que je suis du CDP. Ce qui est absolument faux. Je n'ai jamais milité ni de près ni de loin dans le CDP. Et donc, ce déni de justice, ce déni de démocratisme-là, m'a poussé à claquer la porte. Parce que, étant dans l'administration publique, je n'ai pas de nomination parce qu'on dit que je suis sankariste. Des gens que j'ai encadrés comme stagiaires sont devenus chefs de service, directeurs. Et étant dans mon propre parti, je ne peux pas être candidat pour postuler à un poste quelconque. Alors, donc, j'estime que faut mieux aller voir ailleurs. Et donc, si on m'appelle, et là aussi, c'est par l'intermédiaire d'un ami du nom de Inoussa Ouedraogo, que j'aime bien, parce qu'on n'a pas eu de précédent, mais lui, quand même, je dis que je suis président d'un parti. Si on doit appeler le président d'un parti, ce n'est pas un membre du comité d'organisation qu'on envoie. De président oui, président. De président à président, au moins au niveau de la présidence, soit un vice-président ou un président. Donc, si on envoie ce monsieur, j'estime que on a trouvé que les précédents étant assez massifs, on ne pouvait pas régler le problème, il faut envoyer plutôt un ami, et lequel ami, bien sûr, a trouvé une porte close. Et donc, je n'ai pas senti intéressé, en dehors des questions juridiques, où on a dit dans le protocole qu'on m'a remis, c'est fusion, unir, MPS. Moi également, je suis un parti. Si on ne parle pas spécifiquement, sinon qu'à l'article 3, où on dit que c'est ouvert à d'autres partis, mais sans qu'il n'y ait une sensation de savoir que je viens apporter quelque chose, même si c'est une feuille de laurier à cette sauce-là, ben je dis, je préfère rester tête de rat que d'être la queue clairsemée d'un lion. D'accord. Juge Var. Oui, mais toujours sur cette question de généralité, on a l'impression que M. Cabré, en fait, il est très rancunier. Pour ce qui s'est passé, c'était en quoi, 2006, vous dites? Mais c'est pas fini, c'est pas tout. Parce qu'on vous a refusé un genre de positionnement que vous trouviez légitime en termes de candidature au sein du parti, et que certains que vous avez formés aient pu être cadres dans l'administration et tout ça, donc aient pu bénéficier, on va dire, de ce que le parti permettait. Vous aujourd'hui, pour une dynamique qui est aussi grande, parce que quand on se réclame sankariste, si on n'a rien contre la dynamique de vouloir regrouper tous ces partis pour en faire une grande force, ce qui est inspirant en tout cas. Si on n'a rien contre, c'est pas ces problèmes qu'on a eu qui datent maintenant, ou vous êtes très rancunier, vous. Oui, je suis d'accord, je préfère ça parce que pour le peu que je sais dans l'art militaire, on dit qu'il faut se méfier d'un ennemi réconcilié. Premier élément. Deuxième élément, ce qui est arrivé en 2006, c'est parce que justement sur l'échiquier de l'unir, on cherchait justement à écarter des gens pour se faire une place au soleil. Si on ne règle pas ce problème-là, moi je n'y vais pas. Et je vous rappelle qu'en 2006, lorsqu'il y avait eu la crise au sein de l'UNIR et on est parti à l'UPS, il y a eu le 20e anniversaire de l'assassinat en 2007, on a dit avec Si Chérif et Yen Jonas, qui étaient de la société civile, on va réconcilier les sankaristes. J'ai dit, moi je n'y vais pas tant qu'on ne règle pas les textes, pour que je sache que si je suis là-dedans, la question du principe de fonctionnement là est claire. Mais des gens sont allés, comme l'ancien député Badolo, mais il n'a pas fait 2 ans. Il y a Jonas qui est allé, il est parti. Et même ceux qui ont été à l'intérieur, qui ont fait le complot, genre Malik, genre Traoré et genre Siriman, ils ne sont plus dans l'UNIR. Donc je dis et je répète, ce n'est pas parce que je poursuis l'idéal sankariste que je dois foncer tête baissée dans un cadre dans lequel j'ai eu des précédents. Donc je préfère ne pas faire encore une zone de résistance, un conflit à l'intérieur, parce que je serais arrivé, on n'aurait pas réglé le problème. Ceux même qui étaient à l'origine, qui m'ont combattu, en dehors de ceux qui sont partis, il y en a qui sont restés comme Boudou Athanase, comme des Radama. Qu'est-ce que je fais? Comment je les regarde? Si on ne règle pas ces problèmes principiens, ces problèmes objectifs qui sont devenus subjectifs ou subjectifs qui sont devenus objectifs, je ne vais nulle part. Alors, il y a certains qui estiment que votre non-venue ou votre refus d'adhérer justement à cette fusion-là est comme un non-événement du fait du poids de votre parti. Que répondez-vous à ces derniers?
Je voudrais que ce soit dans le plateau où cette personne est venue pour dire ça, pour rappeler aux gens que nous avons connu la révolution pour avoir marché en mai 1983 et nous savons ce que ça retourne. Certains sont restés à Paris quand Sankara y est allé et ils ont critiqué le président de la révolution qui les a demandé de venir au Burkina pour constater les transformations. Et c'est là qu'ils sont devenus révolutionnaires. Ils n'ont pas été révolutionnaires à la source même de l'avènement de la révolution. Donc si les gens s'adossent à des gens qui ont une certaine notoriété pour dire que les autres partis ne comptent que pour du beurre, je rappelle en passant que dans tout ce que nous savons et dans tout ce qui a été dit à un moment donné, où toutes les forces, je le répète, de Mme Sankara étaient concentrées sur l'UNI, ce que le FFS a critiqué, ce que le PNUD a critiqué et d'autres partis ont critiqué. Si on disait que l'ensemble des partis sankaristes méritent le soutien de la veuve, je crois que nous ne serions pas à ce stade-là. Et de toute façon, moi, je n'ai pas de complexe par rapport à ces élections bourgeoises-là, de ce type-là, et pour lesquelles c'est l'argent qui compte. Moi, je pense que ce sont les idées. Et tant que les gens auront fait leur mieux pour être dans mes idées, si je suis en ce moment, je me fais une introspection pour voir de quoi ça retourne. Sinon, sur cet aspect-là, moi, je n'ai rien à cirer. On peut du reste rester parti d'opinion et de conscientisation, POC, et non un parti électoraliste. Ce qui est sûr, vous êtes un héritier de Thomas Sankara. Vous avez parlé de la révolution et de l'homme. Aujourd'hui, il y a le procès qui s'est ouvert. Votre regard, justement, sur ce marathon judiciaire? Je ne suis jamais allé là-bas. Je n'irai pas. Et moi, à mon humble avis, je pense que ce procès-là est à reprendre. Parce qu'il y a des non-dits et il y a des zones d'ombre qui sont là-dedans qu'il va falloir éclaircir. Quand les gens parlent qu'il y avait une mésentente entre Thomas Sankara et Blaise Compaoré, mais moi, je veux savoir c'est quelle mésentente. Si c'est sur des questions de fonctionnement, de principe de la marche de la révolution, on est d'accord. Mais si c'est une question de mœurs, je regrette. Ça ne peut pas être un problème fondamental pour opposer les gens au point de compromettre la vie des gens et de compromettre l'essor de la nation burkinabé. Donc, il y a ça, mais également, il y a des choses pour lesquelles ça ne se dit pas. Je ne peux pas être d'accord que pour Thomas Sankara, ce procès-là ne soit pas médiatisé. Je ne peux pas être d'accord que ce procès-là soit scindé en deux pour parler de la phase nationale et la phase dite internationale, les implications internationales plus tard, ce qui ne se verra jamais, parce que je suis persuadé pour cela. Donc, moi, j'écoute les comptes rendus. Je n'irai jamais, même si on réserve une place au chef de parti politique, y compris le prêtre Lanaya, je ne l'occuperai pas à ce procès qui, à mon avis, ne me satisfait pas. Et si j'ai l'occasion, en tout cas, je sais que ce procès-là sera repris. Alors que quand on vous écoutait tout à l'heure, vous disiez on ne peut pas comprendre que les gens ne soient pas attachés au triptyque vérité, justice, réconciliation. Qu'ils veulent aller directement à la réconciliation. Bon, la question du procès, on y est. Et puis, pour ceux vous dites que vous n'y allez pas, mais au moins vous lisez les comptes rendus, il y a des contradictions qui sont apportées, il y a des éléments qu'on apprend, et puis au moins, il y a des gens qui sont sommés de s'expliquer pour une fois. Jamais on a sommé quelqu'un comme le général Diendéré de dire comment les choses sont passées, où il était, ou quoi, ou certaines autres personnes. Il y a une opportunité qui est donnée aujourd'hui, et ça, on l'a. Oui, mais je ne dénie pas le fait que, malgré tout, on a quelque chose, mais je dis que ce procès-là, on doit savoir situer les responsabilités. Il s'agit d'un coup d'État, et je vous dis avec le peu que je connais dans l'armée, il n'arrive à aucun militaire troublion d'aller arrêter son chef suprême des armées, de surcroît plus gradé que lui. De quel droit il dispose? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Pourquoi il va pouvoir arrêter? Qui lui a donné l'ordre d'arrêter? Et qu'est-ce que cette personne prétend quand il leur donne d'aller arrêter son supérieur hiérarchique? Thomas Sankara a été le premier commandant du SNEC. Ensuite, il est le président du CNR, l'instance qui dirige le pays, et de surcroît, le président du FASO, chef suprême des armées. Et on permet à un Nabié ou un Maïga ou un Otif, je ne sais quoi, d'aller arrêter. Qui lui a donné ordre? Pourquoi l'arrêter? Et dans la révolution, les débats se font à l'intérieur. Et on discute de façon démocratique, contradiction et développement. Comment se fait-il qu'on opte pour cette voie-là? Et moi, je suis encore déçu de ce procès parce qu'il y avait des éléments qui étaient créés. Il y avait le tir de Kamboïsien, qui devait être la première force de frappe pour régler la question une fois qu'il y a Grabuge au sein de Ouagadougou. Puis il y a le BIA avec Boukari Kaboré, et il y a les éléments du Sénèque, et sans oublier les autres éléments. Mais où est-ce qu'il était le BIA? Il a passé son temps à appeler pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et quand on lui a dit qu'il y a eu incident de tir et que Sankara est mort, il a demandé où est-ce qu'on va l'enterrer. Non, il y a des choses pour lesquelles moi je dis
pour le peu que je sais là, moi je n'aime pas des histoires qui tournent. Depuis le 11 octobre, on aurait pu conclure l'affaire là sur les faits et situer. Quitte à faire un peu de l'histoire, je suis d'accord, mais sur ça, mon ami, je suis désolé. Vous dites comment on peut accepter que ça se soit passé comme ça. Toutes les questions que vous posez, c'est un peu de l'ordre de la protestation contre quelque chose qui s'est passé ou de l'incompréhension relativement à quelque chose qui s'est passé. Mais aujourd'hui, ce que la justice cherche à régler, c'est qu'il y a des personnes sur lesquelles il y a des chefs d'accusation liés à un meurtre. Et on essaie de voir leurs responsabilités. C'est ce qui est interrogé. C'est déjà fait, c'est déjà passé. Mais quelle est la responsabilité des uns et des autres dans ce qui s'est passé? C'est ça l'interrogation du procès. Mais je n'en disconviens pas, mais seulement on est en train de tourner. Moi, je prends un exemple terre à terre. À l'époque, il était lieutenant, le lieutenant Palme. Ben, c'est bien des instigateurs, c'est eux-mêmes qui rédigeaient les tracts dans leur domicile. Oui, mais c'est ce qui est soit en train d'être affirmé, mais c'est ce qui est en train soit d'être affirmé ou infirmé. Mais ça va avec le témoignage de celui qui est inculpé et avec les contradictions de certains témoins qui viennent à charge ou voilà. C'est ça, c'est le jeu, c'est ça ce jeu. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez même pas qu'il y ait ce jeu-là. On doit aller directement à quoi? Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait ce jeu-là. Je veux dire qu'il ne faut pas qu'on noie le poisson dans l'eau. L'affaire du procès, c'est connu. La question de la mésentente, là, c'est ça que j'ai dit. C'est sur quelle base? Vous avez demandé ma voiture, j'ai dit je ne donne pas. Et on est ensemble à la radio ici. Vous ne pouvez pas vous lever pour bloquer mes émissions ou effacer ce que j'ai enregistré. Donc il y a des questions sur lesquelles ça n'en vaut pas la peine. Ensuite, sur un certain nombre d'éléments, j'ai parlé du fait d'avoir scindé le procès, mais on nous a parlé d'implication étrangère. Quand le coup d'État a eu lieu, avant même qu'il n'ait eu lieu, parce que moi j'étais dans les cercles, je discutais, avant qu'il n'ait eu lieu, ceux même qu'on a impliqués là-dedans, ils ont eu combien de francs CFA pour chacun accepter d'entrer dans cette histoire? Et sans oublier, après le coup d'État, quand on a ouvert les vannes pour dire qu'on recrute les enseignants, ce qui était dans un projet déjà de Thomas Sankara, l'argent est venu où? Pour payer justement le rappel de ces enseignants. Donc je pense qu'il faut qu'on essuie notre blessure, qu'on essuie nos larmes, en enrobant la question de l'implication nationale et internationale dans ce procès pour en faire d'une pierre deux coups. D'accord. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. On va parler de la situation, je dirais, sociopolitique au Burkina Faso, notamment la crise sécuritaire. Votre diagnostic est connu, le diagnostic de Prit Lanaya. Votre solution également, vous estimez que c'est le commandant en chef qui n'est pas à la hauteur de la mission. Ce dernier doit rendre son tablier. Ça, c'était avant les marches qu'on a connues. Aujourd'hui, est-ce que votre position a varié avec ce qu'on a eu comme annonce faite par le chef de l'État le 25 novembre dernier? Disons qu'on nous prête des intentions. Nous n'avons pas, à notre connaissance, avoir dit que M. Roch doit démissionner. Nous avions dit l'an passé, dans le cadre d'une structure appelée CONSEMEL, Conscience pour un moratorium des élections, qu'il faut reporter les élections, s'asseoir ensemble entre les forces vives de la nation et discuter de comment on fait pour régler cette question. On nous a dit que c'est un vide institutionnel. Il y a des gens qui ont parlé sur ce plateau et ailleurs. Ils n'étaient même pas capables de prononcer ce terme, la plus forte raison de l'expliquer. Et finalement, on est tous allés aux élections, dépensé des milliards, et on a ce résultat-là où plus de 60% du territoire est occupé par les terroristes. Et les fonctionnaires de l'État, lorsqu'on vous contrôle et qu'on vous prend, soit vous êtes otage, soit vous êtes tué. Ils ont une responsabilité. Et je pense que je vais emboîter le même pas que Nogo Idrissa du MPC qui parlait de cour martiale. Tous ceux-là qui ont dit on va aller là, et puis on n'a pas réglé la situation là, ils doivent passer devant la cour martiale hein, parce qu'ils ont amené le pays dans un bourbier inqualifiable. Et nous avions dit, si on s'assoit, on discute de cette question, je pense que la pesanteur qui est en bas, qui nous empêche de pouvoir prendre l'essor, l'envol du pélican pour assurer notre défense du territoire, ceux qui nous sont des boulets aux pieds constateront que le peuple lui-même a décidé et en ce moment, ils n'ont plus de pression sur les dirigeants. Mais les gens ont dit non, on va aller. Et donc, en résultat, c'est bien sûr la tête qui est devant qui va être la première à y couper de ce qu'il va avoir comme furie, comme contestation par rapport à cela. Et donc, nous disons que sur cette question, effectivement, toute la chaîne, depuis le président du Faso jusqu'à je ne sais où, on a failli. Je ne peux pas comprendre que des gens arrivent dans une position, comme actuellement on les voit dans les enclaves de la région du centre-est, et qu'on a des détachements des bases militaires, et qu'on attend qu'ils s'installent et qu'ils commencent à intercepter des carreaux, à faire des dégâts
pour qu'on envoie des opérations se tenir là-bas. Je pense que quand on dit notion de défense, c'est pas simplement qu'on est attaqué, mais c'est également préserver la sécurité et empêcher qu'il n'y ait attaque. Donc tout ça, l'un dans l'autre, je pense que notre position, elle n'a pas encore changé du point de vue de cette question, mais du point de vue également de la légitime revendication du départ du président, si ça doit être acté, nous applaudirons. Nous applaudirons parce que justement la situation s'est empirée et il a manqué de nous dire la vérité. Qu'est-ce qui fait que lui-même il n'arrive pas avec les éléments que l'armée lui donne à donner l'ordre d'agir et non de rester sans réagir? Moi, je n'ai pas trop compris votre réponse à la question du président. Oui. Parce que c'est sur la question de la démission. Oui. Vous avez dit, si je me trompe, vous me dites, hein, parce que je veux bien comprendre, que vous n'êtes pas encore à cette étape, vous n'avez jamais demandé ça. Le prix de la Daya. Le prix de la Daya. Yes. Mais vous faites partie du CFOP. Oui. Et le CFOP, quand on se rappelle des propos du président Edi Komboyego, si dans un délai d'1 mois, rien de sérieux et de concret n'est entrepris pour maîtriser la situation sécuritaire, l'opposition politique, en concertation avec des organisations soucieuses de l'avenir de la nation, appellera à des manifestations fortes pour exiger purement et simplement la démission immédiate du chef de l'État et de son gouvernement. Je rappelle que c'était le 9 novembre. C'est cela. Et je vous ajoute que ce soir, vendredi 10 décembre, à partir de 17 h, le cadre de concertation du chef de file de l'opposition a réunion pour statuer sur cette question. Comme on a le prix ici, le prix de la Naya, je pense que dans les déclarations, ce qui est dit, c'est si rien de sérieux et de concret n'est entrepris pour maîtriser la situation sécuritaire. Oui, nous allons sans langue de bois. Rien de sérieux, effectivement, n'est fait jusqu'à présent. Rien. Parce que, oui, malgré qu'il y a eu certains changements dont on parlait au niveau de certaines forces de défense de sécurité. Vous pensez que si vous avez un problème de malnutrition, c'est le fait de changer l'assiette en fer pour vous donner une assiette en porcelaine qui va régler votre problème? C'est ce que vous mettez dedans qui règle votre problème de faim, de malnutrition. Ce n'est pas changer l'assiette en verre ou en plastique, en assiette en porcelaine qui va régler le problème. Mais justement, c'est dans le dedans qu'on a changé. Oui, mais justement, dans le dedans, c'est ça, je dis et je répète. Et je prends même un exemple. Peut-être on va dire, oui, Gabriel est extrémiste, mais moi je dis et je répète, si à partir d'officiers et même parfois sous-officiers, on est formé en France et on vous apprend la stratégie et le maniement des armes, on n'a pas besoin de l'armée française. Pour ceux qui sont allés là-bas, ils peuvent venir implémenter les choses. Les médecins qui y vont, on leur apprend à opérer à cœur ouvert ou assis, ils le font, ils n'ont pas besoin du professeur à l'université de Lille ou au CHU de Bordeaux pour venir opérer ici. C'est la même chose avec les journalistes. On a les médecins ici, on peut faire le travail. Donc les militaires peuvent faire le travail en lieu et place de l'armée française. Et je dis également, dans une armée, on a vu sous Sankara, on avait le plus gradé, c'était le commandant Jean-Baptiste Lengani. Si on dit qu'à partir d'officier supérieur, commandant, lieutenant-colonel, colonel, colonel-major, général, dans ces 4 divisions, on ne peut pas aller dans l'armée, donc on n'en a pas besoin, on ne peut pas aller à la guerre, donc on n'en a pas besoin dans l'armée. Donc il faut que les gens opèrent ce choix-là. Et je dis, pour ce qu'on sait de l'armée burkinabé, qui va régler les questions avec les Djangiaouides, qui va régler les questions avec ceux de RDC Congo ou bien dans d'autres contrées, ou même aller créer des remous dans des pays et puis réussir tranquillement et puis revenir sans grabuge. Je ne peux pas comprendre qu'on ne puisse pas régler cette question-là avec les terroristes. Il y a un problème de fond qui est posé. Et le problème, c'est quoi selon vous? Le problème, c'est la pesanteur, et j'ai dit à mon âme et conscience, c'est la pesanteur de la France sur le théâtre des opérations qui fait qu'on ne peut jamais résoudre ce problème. Les Français ne sont pas au front avec nous? Ils ne sont pas au front. Leur munissement, Barkhane et autres là, ils ne sont pas au front. Ils sont dans la zone de combat. Ça c'est un. Et de deux, ils ont une base à Kamouessin. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Si vous avez une base et vous n'êtes pas capable de dire à l'armée du pays qui vous accueille que voici un mouvement de troupes, ça ne sert pas. Si vous avez la possibilité, on attaque Inatan ou bien on attaque Koudungu, on fait 3 heures et vous n'êtes pas fichu de faire survoler un avion pour arroser les alentours afin de permettre à ceux qui sont serrés dans l'étau de desserrer l'étau, ben je pense que votre présence n'a pas d'efficacité. Alors pourquoi est-ce que vous demandez au président de partir? Autant, ça veut dire que si on reste dans le même système, et quel que soit le président qui viendra, même si c'est vous, M. Cabri, ça sera la même chose. Mais c'est ça que j'ai dit. Pourquoi ne pas lui demander plutôt d'être plus clair et réorienter peut-être la coopération, plutôt que de dire... Très bien. Premier élément, parce que justement il nous a caché toute cette vérité.
Deuxième élément, s'il y a un mouvement impétueux de ce peuple-là qui dit « nous voulons prendre en main notre sécurité, notre indépendance totale », comme nous le prenons ici, je pense que quelle que soit la puissance qui est derrière, ils doivent comprendre que contre le peuple, on ne peut jamais vaincre le peuple. On a vu en Algérie, on a vu au Yémen, on a vu au Vietnam et dans d'autres pays. Et en ce moment-là, on a la dynamique pour pouvoir aller. Mais si on dit en ce moment, pour quelqu'un qui est resté par prévarication, il n'a pas réglé son problème, il n'a pas réglé les questions pour lesquelles il était en droit d'agir, bon, je pense qu'il ne faut pas lui donner une occasion de continuer sur cette lancée. Alors, c'est vrai que Geoffroy l'a dit tantôt, au niveau de la stratégie, il y a des choses qui sont en train d'être revues. On a parlé du rajeunissement de la chaîne de commandement. Au niveau de la gendarmerie, on l'a vu. Au niveau de l'armée, il y a aussi une valse. Est-ce que cela aussi ne peut pas contribuer peut-être à changer les choses? Parce que beaucoup avaient appelé à ce qu'on ramène les boys aux affaires, ceux qui avaient barré la route au Putschit. Ils sont où? Ils sont aux affaires. Parce que moi, je dis que ce n'est pas forcément celui qui devient chef de zone, chef de région ou chef d'état-major adjoint ou chef d'état-major général qui résout le problème. C'est l'ordre et le combat. Si on a ces éléments-là, moi je pense que c'est réglé. Et donc, ramener ces éléments... Pour pouvoir donner l'ordre, il faut être dans une certaine position dans la hiérarchie. Oui, mais être dans une certaine position, il faut savoir aussi que la question de l'ordre-là, il y a des éléments qui entrent en ligne de compte. Mais moi, dans tous les cas, je dis, le changement en tant que tel est un indicateur, certes, mais ce n'est pas une résultante d'une victoire. Nous attendons la victoire à partir justement du terrain. D'accord. Alors, on a parlé de la question militaire. Le chef d'État avait promis également un gouvernement resserré. Depuis quelques jours, vous le savez, le Premier ministre a été démis de ses fonctions. En tout cas, il a rendu sa démission. Aujourd'hui, on attend un nouveau gouvernement et naturellement un nouveau Premier ministre. Quelles sont vos attentes? Est-ce que vous avez un portrait robot? Peut-être la première question, est-ce que vous avez été consulté? Non, je ne peux pas être consulté. Pourquoi? Je pense à un titre personnel. Ça doit être dans le cadre du CEFOP. Et donc, dans le cadre du CEFOP, on n'en a parlé à personne, je pense. Et donc, je ne dis pas mot là-dessus. Et je dis également qu'au niveau de la question de gouvernement resserré, le mot resserré me gêne un peu. Parce que c'est resserré autour de l'APMP, ou resserré au niveau des effectifs, ou resserré au niveau des objectifs. Et dans tous les cas, souvent, il ne faut pas qu'on pense que le train de vie de l'État, on peut le réduire de façon drastique. Il y a des choses pour lesquelles, si vous allez à minimum, vous avez des résultats dérisoires. Parce qu'un gouvernement, même si c'est nécessaire, par exemple, je prends un exemple terre à terre, le ministère de la Défense, on peut le décomposer en deux ministères, et l'autre sera chargé de la réhabilitation et des victimes de guerre. Il y a des gens qui vont au combat, qui reviennent et qui ont des temps à passer et ce n'est pas réglé. Et le ministère de la Défense, peut-être lui seul, s'occupera des questions opérationnelles sur le terrain. Donc ce n'est pas parce qu'on va concentrer des ministères ou on va supprimer des ministères qu'on résout la question de la bonne gouvernance, à mon avis. Il faut savoir ce qu'on veut. On peut même garder, au lieu de 33, passer à 42, par exemple, à titre d'exemple. Mais si l'ensemble des membres du gouvernement prenaient 50 millions par mois comme salaire, on garde les 50 millions pour distribuer aux 42 nouvelles personnes. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, resserrer, ça me gêne parce que je ne sais pas c'est resserrer autour de qui, autour de quoi et pourquoi. Maintenant, sur la question même de l'armée, vous avez vu que le président du Faso a rejeté un rapport. Il ne nous a pas dit pourquoi il a rejeté le rapport. Des gens ont supputé... Parce qu'il n'est pas satisfait. Oui, mais attendez, c'est ça l'habitude au Burkina Faso. Je me rappelle le coup d'État du général Guinguéré sous la transition. Avant ça, on a mis un rapport et un comité pour étudier, dont Gilbert Guinguéré même était le rapporteur. Après, l'armée dit non, ouais, c'est rentré, c'est sorti. Moi, je ne comprends pas. Si vous avez en place quelque chose et vous savez que c'est la personne qui a été choisie, ou en tout cas la structure choisie, c'est celle qui est habilitée, si elle vous envoie un rapport, vous prenez ce rapport, vous travaillez. Vous ne pouvez pas retourner ces rapports et presque la même structure est dedans, où vous avez ajouté d'autres personnes pour dire de travailler. Alors, pourquoi on n'a pas fait d'autres enquêtes? On peut nous demander de faire au niveau des civils, ou au niveau des journalistes, ou au niveau des magistrats. Ils n'ont qu'à faire un rapport par rapport à la situation. Ils vont positionner, questionner les gens pour savoir de quoi ça retourne. Si on peut douter de celui qui vous a fourni le rapport, sans nous dire pourquoi,
D'autres disent que non, parce que le monsieur de l'ANR, le monsieur de la base aérienne et l'autre monsieur, ils sont des proches du président. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est comme... Apparemment, vous avez vu le contenu du rapport? Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas parcouru. Parce que j'ai trouvé qu'à l'intérieur, là, il y a des choses qui posent problème. Et moi-même, quand le président a annoncé ça, moi, j'étais mal à l'aise. Parce que c'est dans la même République, avec le même budget de l'État. Parce que des gens n'ont pas donné des vivres aux gendarmes à Inata, on les a tués. Mais ce qui s'est passé auparavant à Koutoungou ou à Arbinda et autres là, vous avez fait quoi? Deuxième élément, là où les dalles se sont effondrées, ce n'est pas le budget de l'État, ce n'est pas les enfants du pays. Vous avez fait quoi? Si vous devez sanctionner, moi je pense que c'est de plutôt sanctionner et dire voici ce que j'ai fait. Mais si vous annoncez je vais sanctionner, et les gens c'est comme nous les enfants de la non préférée, et les autres sont les enfants de la préférée, on ne les sanctionne pas. Vous allez faire quoi? Donc c'est ça qui amène le rejet des rapports en rapport, et on ne va jamais être satisfait. On sait qu'il y a un problème, on attrape, on fouette. Même si entre-temps on dit non, moi j'ai donné la preuve, patte blanche, que je ne suis pas là-dedans, on te réhabilite, on te met dans le circuit. Mais j'ai dit je vais fouetter là, et que je ne laisserai pas de sentiments, et après un premier rapport vient, au moins dans le rapport là, au moins, même si c'est 10% de véridique, attrape les 10% là, tu fouettes d'abord, et puis tu attends qu'on reprenne les 90%. Mais rien de tout ça. Est-ce que ça va donner des résultats? Moi, je ne crois pas... Mais vous dites, je veux comprendre, vous dites le rapport, vous l'avez vu, mais vous ne l'avez pas parcouru. Oui, je ne l'ai pas feuilleté, je ne l'ai pas lu. Mais en même temps, vous dites parce qu'il y a des problèmes à l'intérieur. Oui, mais le rapport, on a donné dans les grandes lignes. Puisque dans la chaîne du commandement, on a dit de voir quels sont les problèmes qui ont fait que l'armée connaît une déconfiture. On a cité des gens. Mais on dit que c'est parce que certains sont proches du président qu'on a dit non, on n'a qu'à reprendre le rapport. Mais ce n'est pas tout le monde qui est proche du président. Commencez à dire, par exemple, que je mets en œuvre telle décision ou telle implication et que je règle le problème. Donc, moi, m'asseoir pour parcourir ce rapport-là, tout en sachant qu'il a été, en quelque sorte, rejeté, je me dis, bon, c'est un élément qui n'a pas lieu d'être. J'attends le second. Et je vais maintenant faire une littérature comparée, une étude comparée pour voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé et pouvoir faire une appréciation. C'est pour ça que je dis que je ne l'ai pas parcouru. Revenons sur votre proposition tout à l'heure. Vous disiez, ça ne vous dérange pas la question du nombre de ministres. On peut passer de la trentaine à la quarantaine, ça ne vous dérange pas. Mais vous dites en gardant le même salaire. Mais on sait qu'un ministère, quand vous en créez de ministères pleins, c'est des charges additives que vous faites. Ça ne s'arrête pas au salaire du simple ministre. Il y a une équipe qu'il y a autour. Il y a la réalité de ce qu'accompagne un ministère et un ministre. On connaît la question des véhicules, la question des gardes, la question des... Il y a plein de choses qui sont autour. C'est ce qui fait que c'est budgétivore. Pour quelqu'un de l'opposition, ça m'étonne que vous dites, si on en ajoute, ça ne dérange pas. Ben, moi, ça m'étonne que vous soyez étonné. Et je vais vous donner la preuve. Ceux qui vont faire la garde du ministre, là, ce sont des fonctionnaires de l'État. Ils ont toujours leur salaire. La question des véhicules, chaque ministre aujourd'hui a combien de véhicules? Minimum, c'est 3. Sinon 4 que je connais. Mais on lui donne la moitié et puis l'autre part quelque part. Est-ce que ça pose un problème? Ensuite, sur leur salaire, ils ont une indemnité qui est liée à la fonction. Mais si on dit chacun vient avec sa voiture, moi, si je suis là-dedans, je viendrai avec ma Mazda ou ma Toyota, Sienna, et puis c'est fini. Si vous êtes là-dedans. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on peut faire le calcul sans que ça ne soit... Ça vous intéresse, on dirait? Non. Moi, c'est la question de la défense de la patrie qui m'intéresse au plus haut degré. Sinon, le reste, là, la question de fonction, c'est ça que je disais aux gens. Moi, je ne suis pas mu par le prestige, par les honneurs de la fonction. Pour avoir été journaliste reporter, je suis rentré 7 fois dans l'avion présidentiel, dont 6 fois avec le président Blaise Compaoré et 1 fois avec le premier ministre Kadri Désiré Ouédraogo. J'ai voyagé dans plein de pays, j'ai été dans plein d'hôtels tellement luxueux que je ne vois pas ce qui va apporter à mon vécu, sauf dans mon mental où ça me permet de changer la vie de mes compatriotes. Oh, mais les hommes politiques les disent ça tous avant d'être nommés. Hein. Bah, donnez-moi un exemple. Et puis l'exemple, moi je dis, les gens, la personnalité varie. Vous allez prendre n'importe quelle route. Récemment, j'ai vu un message où il y a un collègue qui a perdu son enfant sur la route de Bobo. Mais moi, j'y étais, je suis revenu mardi. Il y a toujours des éléments où ce n'est pas arrivé à tout le monde. Il n'y a aucune route où il n'y a pas eu d'accident mortel.
Mais tout le monde prend ces routes-là tous les jours, mais ils ne font pas d'accident mortel. Ce n'est pas parce qu'il y a eu au précédent un Lascar qui est venu, qui a fait le contraire de ce qu'il a dit, qu'on va généraliser pour dire que tous ceux qui vont venir vont faire le contraire de ce qu'ils disent. Peut-être revenons au principal et au dû, puisque vous attendiez en tout cas des éléments forts en termes d'engagement du président du Faso, auquel cas, si ça n'arrivait pas, à compter du 9 là, on allait avoir votre décision. Vous dites vous rencontrez aujourd'hui. On reste toujours sur la question de l'appréciation de ces 1 mois là. Chez le prix de la Naya, hein, c'est pas encore le CFOP, c'est clair. Et quand on regarde le président du Faso, on a parlé des changements qu'il a eu à faire au sein de l'armée, ce qui n'était pas rien. Il a engagé, par exemple sur Inata, la question de l'enquête. Vous dites, à partir du moment où lui-même il a ramené on va dire les exécutants à renvoyer quelque chose de plus intéressant. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Là, il y a la question de la lutte contre la corruption, avec cette vaste opération qu'il est en train de lancer. Et puis, il y a aussi la démission récemment du Premier ministre. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Qu'est-ce que vous attendiez d'autre? Parce que vous dites, c'est comme s'il n'avait rien fait. Qu'est-ce que vous attendiez d'autre? D'abord, pour les actes que vous avez cités là, le Premier ministre, là, c'est un non-événement, parce que pour changer le gouvernement, il faut que lui, justement, il rende le tablier, quitte à être reconduit ou pas du tout. Ensuite, pour les actions de lutte contre la corruption, les dossiers sont connus. Depuis l'annonce jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas besoin d'aller quelque part. Je me rappelle le cas de Tshisekedi en RDC ou le cas de Kagame. Et quand ils ont annoncé les couleurs, dès le lendemain, des gens ont été déférés dans leur prison civile. Qui on a déféré? Et moi, je sais, parce que nous tous, on est au Burkina, hein, on se cause entre nous, moi, je suis de l'opposition depuis que le parti est créé, ça fait 11 ans, je ne bats pas le record, mais quand même, je suis parmi les plus anciens. Mais je cause avec des gens de la majorité. J'ai des amis, et rien que hier, j'ai appelé Badra Ali Ouedraogo, qui est là-dedans, par rapport à son émission, et puis on a échangé. On a les informations. Lorsque moi, je prends la route en tant qu'agro-pasteur, un cas sur deux, j'ai vu des véhicules militaires, des convois militaires qui reviennent tractés. Il y a un même véhicule tout-terrain, donc ce qu'on appelle vulgairement char, alors que ce n'est pas les chars c'est avec les chenilles. J'ai vu un qu'on a tracté avec un camion citerne de Total. Depuis Moctero, où j'étais, et on s'est presque suivi. Mais ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas commander du matériel et qui ne peut pas tenir sur le terrain. Vous êtes allé commander quel type de matériel? Vous ne pouvez pas avoir une armée sans logistique et sans mécanicien pour aller dépanner sur le terrain. Il faut traquer ça depuis la zone de l'Est ou je ne sais où pour arriver. J'en ai vu moi aussi sur la route de Kaya. Ce n'est pas possible. Est-ce que ces gens-là qui ont acheté des chars de pacotille, qui ont acheté des blindages en carton, qu'est-ce qu'on en fait d'eux? Ils sont où? Ou ceux qui sont allés acheter des munitions déstockées, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que vous savez, avec les munitions là, l'amorce qui est là-dedans et la poudre là, il y a un délai. Lorsque ça subit une saison d'hivernage, il faut changer. Parce que ça tasse et quand vous percutez, ça ne va pas loin. Parfois, ça ne percute pas. Mais les gens sont allés prendre ces sacs de munitions, sont venus. On en a fait quoi? Donc, on a déjà les informations. On n'a pas besoin d'aller 24 heures pour dire qu'on a commencé à déférer Pierre ou Paul. Si c'est les manifestants, le maire sort, il dit on va les arrêter. 2 jours après, effectivement, ils sont en prison. Mais si c'est les hommes politiques, les administratifs, on dit et on fait 1 mois, on n'a enfermé personne. Vous voulez qu'on soit quoi? On ne peut que être sceptique. OK? Ensuite, sur les questions même opérationnelles, il faut, quand on parle de stratégie de guerre, là, ça fait partie de la communication là, de la stratégie de guerre. Si on dit aux gens, on a levé une troupe, un contingent de 5000 hommes pour aller guerroyer à partir de Dédougou, et un autre contingent de même effectif pour guerroyer à partir de Kaya, ils vont faire la jonction à Wayuya et puis nettoyer les gens. Mais ça donne à réfléchir aux terroristes aussi, qui changent de stratégie, certes, mais qui sont obligés de battre en retraite. Mais on ne nous a pas encore dit quelque chose. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on attend pour aller dans cette opération. Et vous le savez déjà, l'économie burkinabé est exsangue. Non seulement on a vendu les mines d'or, on n'a rien, mais également l'effort de guerre soutenu depuis un certain temps. Même si on finit la guerre le 31 décembre de cette année, l'effort de réparation va aller jusqu'en 2030 avant de pouvoir stabiliser les questions financières. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On doit agir rapidement. Mais on n'agit pas rapidement et on dit non, que d'attendre. D'attendre quoi?
Alors, quand je vous écoute, désolé, président, voilà. Quand je vous écoute, c'est à croire que ce soir, vous allez dire, bon, les 1 mois sont échus, ils n'ont rien fait, demandons la démission du président Roch. C'est pas exclu. Mais je ne veux pas dévancer l'iguane dans l'eau. Non, mais j'ai dit la position du président. Oui, mais c'est ça que je dis, c'est pas exclu. Parce que si je fais l'analyse, là, moi, à notre niveau, nous pensons, parce qu'ils nous ont dit, lorsqu'on a demandé le report des élections, pour qu'on discute et ensemble, qu'on se donne, on se resserre le coude pour faire le travail, ils ont dit non, ils peuvent. Et voilà qu'ils ne peuvent pas. Donc, comme on a montré la preuve qu'ils ne peuvent pas, moi, ça ne me gênerait pas de poser ma position qui demande justement le dépositionnement de ceux qui occupent le 31 point aujourd'hui. D'accord. Alors, critiquer c'est bien, mais nous sommes en situation de guerre et quand les balles sifflent, ça ne choisit pas un camp. Aujourd'hui, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, tout le monde est victime de la crise sécuritaire. Mais qu'est-ce que vous proposez au niveau du Prit-Lanaya? Certains ont demandé qu'on aille à une guerre populaire, armer les populations. Pour qu'on puisse... Vous proposez quoi? Cette stratégie n'est pas à exclure, parce que pour le peu que je sais de cet art-là, je pense que la stratégie de guerre populaire généralisée peut être efficace. Mais également, il faut qu'on arrive à montrer aux uns et aux autres que leur premier rôle, c'est de défendre la patrie. Et donc, si on peut élaguer certaines fonctions administratives aux forces de défense et de sécurité pour avoir encore des effectifs et aller au front, je pense que c'est une bonne chose. Troisième élément, je pense que également dans la stratégie militaire, il faut bien être clair. Parce que cette guerre-là, et je vous dis, on ne peut pas disposer, même s'ils attaquent les positions gouvernementales et qu'ils prennent des armes et des munitions, on ne peut pas disposer de suffisamment d'armes et de munitions à tout bout de champ. Et on attaque aujourd'hui, même s'ils sont repoussés ou bien ils sortent triomphales, ils reviennent une semaine après. C'est qu'ils sont ravitaillés de l'extérieur. Et c'est les relations internationales, il faut dire la vérité. C'est qui les ravitaille? Qu'est-ce qu'on fait d'eux au niveau d'un rapport entre États? Dès qu'on est situé sur cette question et qu'on sait de quoi ça retourne, et que même ce que depuis 2007 on nous a présenté avec le dispositif de la base aérienne qui peut détecter n'importe quel aéronef sur n'importe quelle partie du territoire, on décide qu'il y a des carcasses d'avions qui iront dans les différents musées du Burkina Faso. Et lorsqu'un avion survole, comme l'ancien chef d'état-major l'avait dit, 48 heures à l'avance, on n'a pas donné son plan de vol, on pulvérise cet avion dans l'espace. Mais il y a des gens qui sont ravitaillés par air avec des parachutages de vivres, de matériel. Mais comment on peut faire que dans ce cas-là, on reste toujours passif? Donc il faut aller dans l'implication de tout le monde. Sankara disait, un civil est un militaire en permission et un militaire est un civil en tenue. Donc on implique les uns et les autres. Ensuite, la question de la stratégie, on l'a définie, mais la question aussi de l'implication, on définit. Parce qu'une fois qu'on est situé, je pense que ça allège un peu les gens et ils vont dire, bon, si c'est eux qui nous font maintenant cette guerre-là, allons-y à la totale. Alors, si on a mis en place les VDP et que la machine ne marche pas, en tout cas les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous, est-ce que c'est en armant à tout vent qu'on aura ce qu'on a? Est-ce qu'il n'y a pas à parfaire déjà ce qu'on a mis comme dispositif? Non, ce n'est pas armé à tout vent parce que la stratégie de la guerre populaire, tout le monde n'a pas besoin d'être en armes. Je prends un exemple terre à terre avec les Vietnamiens. La vendeuse de galettes est une militaire. Militaire au sens que on lui a appris simplement à dégoupiller une grenade. Et les militaires qui en patrouille américains s'arrêtent et ils demandent des galettes. Et vous disent non, ces galettes-là ne sont pas bien faites, je vous envoie des galettes ou bien je vous envoie un récipient. Elle rentre, elle prend la grenade, elle met dans le panier, elle couvre, elle vient, elle enlève les galettes, elle donne. Et 10 mètres ou 30 mètres après, les militaires en train de manger ces galettes de riz-là sautent avec le panier. Ensuite, on a la possibilité de montrer aux gens, et lorsque vous entendez qu'il y a des tirs, les routes qui sont là, vous les barrez avec des troncs d'arbres ou avec des cailloux. Et d'autres sont positionnés et ils attendent. C'est pour réduire la progression afin de permettre d'avoir les éléments qui vont les anéantir. Autre élément, il y a la communication. Mais quatrième élément qu'on peut donner au niveau de la population, il y a cette possibilité-là pour la population, en dehors de recruter des gens, mais de pouvoir faire une certaine discipline à l'intérieur et avoir un comportement exemplaire. Donc, ce sont des éléments qu'il faut inclure dans la guerre populaire généralisée. Et la question des VDP, c'est parce que justement, ça défrayait la chronique. Hein. Le ministre même est sorti, il vous a dit c'est combien on donne par escouade de 5 personnes.
100 000 par semaine, je crois, ou c'est par mois, ce qui équivaut à 20 000 francs par personne. Vous pensez que 20 000 francs par mois, par personne, là, ça peut amener quelqu'un, même s'il est patriotique, là, à ne pas flancher par moment? C'est pas normal. On n'a qu'à harmoniser avec le même taux, même s'ils n'ont pas le même salaire, on n'a qu'à harmoniser avec le même taux que les sous-officiers, les hommes de rang et les officiers qui sont sur le front. Là, ce serait encore plus galvanisateur pour que les gens aillent combattre. Et on peut demander aussi l'effort de guerre. On peut contribuer d'une manière ou d'une autre. Je me rappelle que j'ai été étudiant, j'ai pas eu le 12e mois pendant les 4 ans parce qu'on nous a dit que c'était l'effort de guerre des étudiants à l'époque qui ont consenti pour la guerre de 1974. Et par la suite, ça a resté tel et on nous donne 11 mois de pécule au lieu de 12. Bon, ça s'est arrêté bien sûr avec Mélégué où la bourse n'était plus systématique. Donc tout ça sont des éléments qu'il faut mettre à l'intérieur et faire en sorte qu'on décide que si les gens ont des armes, on n'a pas de risque qu'une fois que la guerre finit, on ne retrouve pas ces armes-là. Donc on doit armer les gens conséquemment. Sinon, avec des fusils presque enrayés ou bien avec des fusils semi-automatiques, on ne peut pas faire face à des gens qui ont des AA-57 ou des PKMS et combattre. Parce que la supériorité de feu est à l'avantage de l'ennemi. Il faut éviter ces disproportions-là au niveau donc, de la force de frappe. C'est on va dire des propositions qui sont celles du PRIT Lanaya, qui sont intéressantes en tout cas, parce que l'heure n'est plus seulement à la critique, hein. Il faut aussi apporter ce qu'on a comme alternative en termes de solutions. Mais quand on revient sur peut-être la réunion de ce soir, vous dites le PRIT, c'est dire que bon, pas grand-chose a été fait, donc c'est possible que vous demandiez que le président parte. Mais au fond aussi, quand on entend, la majorité dit, mais il y a une procédure d'opposition quelquefois qui dérange. C'est vrai. Il y a des récriminations qui sont légitimes, mais quand on veut faire un combat, il faut le faire franchement. Ça s'est fait à travers des urnes, il n'y a pas longtemps, et il y a un président qui a été élu, donc c'est lui qui a eu la confiance des Burkinabés, qui a eu l'assentiment des Burkinabés. Il y a un fait, il y a une insatisfaction sur la question sécuritaire, mais en faire un marketing politique au point de vouloir régler son compte, ce qu'on n'a pas pu dans les urnes, c'est quand même un genre de raccourci. Ah, très intéressant. Premier élément, aucun président au Burkina Faso n'a terminé son mandat. Citez-moi un, il n'y en a pas. Deuxième élément, aucun du CFOP. Je n'ai pas appris que Edi a changé la façade de sa cour ou bien il a commandé un véhicule parce qu'il va être le président s'il ne rock pas. Ni Zoubga, ni qu'on appelle Gilbert, encore moins moi ou quelqu'un comme Achille. Donc on ne peut pas dire que le fait de demander la démission du président, c'est parce qu'on veut faire la courte échelle et arriver au pouvoir. Qui vous a dit que nous avons dit que c'est au droit de là que je m'y mette? Premier élément. Deuxième élément, c'est une question de la Constitution, où il a juré de respecter et de faire respecter la Constitution, de défendre l'intégrité territoriale du pays, qui est aujourd'hui occupée à plus de 60%. Est-ce que c'est une raison suffisante pour rester? Nous avons tous fait l'école. Si ce n'est sous la Révolution, on a dit on doit donner le savoir, il n'y a pas d'exclusion. Mais sur 10 de moyenne, si vous avez 4 ou 3, mais vous êtes remis à vos parents. Mais ça, c'est le peuple qui sanctionne souvent avec des élections. Mais attends, nous qui sortons là, nous ne sommes pas avec le peuple. Nous ne sommes pas aujourd'hui avec le peuple. La question des élections, c'est comme je l'ai dit à un moment donné à M. Zéphirin Diabré, quand on a parlé de notre consommel, j'ai dit, les élections là, ce que ça donne là, c'est le jour des élections que ça donnait ces chiffres-là. Sinon, le lendemain, jusqu'à ce qu'on remette le mandat en jeu là, vous ne pouvez pas vous prévaloir de ce score-là. Ça change. Sinon, Blaise, avec ses 80 quelques % à la présidentielle de 2010, avec ses 67 députés, il n'aurait pas pu prendre la tangente en 2014. Si on devrait considérer le statu quo et dire que ça évolue de façon figée pendant 5 ans, eh ben, ça pose un problème. Hein. Ça n'a pas été seulement au Burkina Faso que ça s'est fait. Ça s'est fait au Mali, ça s'est fait en Guinée, ça s'est fait même en France ou dans d'autres pays de démocratie avancée. La question de ton électorat, tu l'as obtenu à une élection là. Elle n'est pas figée pour dire que jusqu'à la fin de la mandature, elle reste statique. Alors, monsieur Cabré, c'est ce qu'on a. Oui, mais justement, c'est quand les gens veulent justement se contenter de ça qu'on dit, c'est ce qu'on a. Alors, monsieur Cabré, certains estiment qu'il y a des acteurs politiques qui souhaitent le remake de 2014 pour qu'il y ait une transition parce qu'ils ont profité. Vous avez certainement entendu ces critiques. Là, vous avez été député CNT. Qu'est-ce que vous répondez à ces dernières? Ben, moi, je dis que les gens, ils aiment être des philosophes
des gens qui raisonnent dans l'absurde. D'abord, vous avez peur de quoi? On a criminalisé l'insurrection. C'est là. Donc prenez les dispositions pour dire, voilà, ceux qui ont fait là, voilà. Premier élément. Deuxième élément, moi j'ai dit, si on devait ramener les compteurs en 2014, je ne serais jamais allé comme député. D'abord, j'ai contesté le fait qu'on réduise le salaire des députés. Et on a fait un travail qui dépasse les autres députés qui avaient le double de notre salaire. Ensuite, il y a eu des problèmes dans le parti parce que des gens ont estimé que c'est eux qui devraient être à l'intérieur. Et troisièmement, les autres sont restés bras croisés et c'est moi qui finançais le parti. Je vais laisser l'expérience à quelqu'un d'autre et on va voir ce que ça va donner. Mais de façon générale, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui va arriver, vous êtes obligé de pourvoir des hommes dans les institutions pour régler. Que ce soit à l'issue d'élections, à l'issue de démissions, à l'issue d'insurrections, de coups d'État ou autre là, à partir du moment où il y a des institutions, qu'on ne va pas vers leur suppression, vous allez mettre des hommes. Qu'ils soient issus des élections, qu'ils soient issus d'un consensus populaire, qu'ils soient issus de la force de leurs bras ou de leurs armes, vous allez mettre des gens. Et donc dire que ça va être ci ou ça va être ça. Mais eux qui sont là, dont certains ont montré leur incapacité notoire à faire le bonheur du peuple burkinabé, lorsqu'on passe le temps à investir dans des pays étrangers, aussi bien dans des usines, dans des manufactures, dans des boulangeries, que dans le logement, la plupart des militaires et des gendarmes, même les policiers, il n'y a aucun aujourd'hui qui a moins du baccalauréat. Ils sont tous sur les réseaux sociaux. Ils entendent que tel ministre est ci, il est ça. C'est qui va leur donner sa poitrine pour qu'on perfore pour la patrie, même s'il est sur le front de la bataille. Donc la question de dire qu'il faut que les gens bougent, c'est parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur, ils n'ont pas accepté, quel que soit le risque là de dire de quoi ça retourne. Césaire-Bo ou Sankara, ils avaient quoi de plus burkinabé que nous? Mais au niveau de la gestion, à leur instant là, ce qui n'arrangeait pas, ils ont dit ils vont le faire. On a dit à Césaire-Bo, pas de question, il a dit Tambao démarre. C'est lui qui a commencé à faire compacter les rails là pour aller à Tambao. Et Sankara est venu terminer. Mais la France a dit ça ne nous intéresse pas parce que nous avons notre manganèse au Gabon. Tant qu'on n'a pas fini d'exploiter, on n'ouvre pas. Mais ils l'ont fait. Donc si les gens n'ont pas cette conscience, ce courage patriotique là pour aller en avant, si on leur demande de partir, je pense qu'on leur a résolu, on leur a enlevé une épine. Non seulement des fesses, mais aussi du pied. Ils pourront s'asseoir et marcher, aller là où ils veulent et s'asseoir là-bas. Mamadou Kabré, merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. C'est ici que nous allons mettre un point final à la présente convocation, que je vous rappelle que vous êtes le président du Parti républicain pour l'indépendance totale, Prit Lanaya. Avec vous, nous avons parlé de la situation sociopolitique au Burkina Faso, notamment votre regard sur la crise sécuritaire au Burkina Faso. Merci, juge Va, pour les clés de lecture. On se retrouve lundi pour la même mission. Posez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.